tous, bienvenue à vous sur Médien TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Et voici notre sommaire. On commence par l'aliment de la semaine. L'équipe a choisi pour vous les dates. Et quoi de mieux justement que de commencer sa matinée, sa journée par une petite poignée de dates. On verra les détails dans un petit moment. Au boulot ensuite avec cette question. Amitié au travail, peut-on être réglo? Notre femme aspirante ensuite ne lésigne pas sur les activités pour faire connaître, développer la culture hassani. Nour Bouhannana est avec nous. Et enfin, le sucre, ce poison blanc, comme il l'appelle, on ne peut pas le nier, il a le chic de nous manipuler. Alors, peut-on en venir à bout de ces pulsions de sucre? On verra bien aujourd'hui dans On se dit tout. Bienvenue à vous, je retrouve mes invités et on démarre. À tout de suite. Merci à tous d'être avec nous sur Médien TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et je suis très heureuse d'accueillir un plateau, encore une fois, de femmes. C'est un plaisir de vous avoir, mesdames. Merci beaucoup d'être avec nous. Maria Benjeloun, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci pour vous l'invitation. Vous êtes spécialiste en nutrition et avec vous, cette histoire de pulsion de sucre, justement, vous allez nous apprendre. Qui a une bonne saveur. Qui a une bonne saveur, c'est vrai, mais ça reconforte. Mais bon, c'est pas fameux pour la santé, on le sait très bien. Donc, est-ce qu'on peut apprendre à gérer ces pulsions de sucre? Eh bien, on verra ça avec vous. Vous avez l'arme fatale. Anti-sucre. J'essaierai. C'est pas facile. Non. Non, du tout. En face de vous, Mona Skrali, bonjour Mona. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous êtes coach certifié, spécialisé en coaching des managers et coaching professionnel. Et avec vous aujourd'hui, cette question, peut-on être réglo au boulot lorsqu'on bosse avec ses amis, lorsqu'on a des amis au travail? Amitié et travail, eh bien, est-ce que ça se marie bien? Eh bien, on verra avec vous dans un petit moment. Et puis, à côté de vous, Yawani Bik, Nour Bouhannana. Farhana, ma collègue et mon amie à Médien Radio, justement, et de l'Ayoun, et elle m'a appris pas mal de choses. Donc là, ça va me permettre de pratiquer. Yawani Bik. Marhaba wa khairat bik. Marhaba bik. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Nour Bouhannana, vous êtes notre femme inspirante de cette semaine et vous êtes en fait très impliquée dans la promotion de la culture hassani à travers deux événements importants, le Moussem de Tantan et puis le meeting national d'athlétisme de l'Ayoun qui fête cette année, en 2018, c'est la première décennie. Voilà. Donc on va en parler avec vous dans un petit moment. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous, en melhfa en plus. Marhaba. Alors, on commence par quoi? On commence par l'aliment de la semaine. Nous avons choisi les dates, on va dire c'est national et c'est très important pour la santé. Une petite animation préparée par nos équipes et on revient sur place. À tout de suite. Originaires du Moyen-Orient, les dattes sont les fruits du dattier, variété de palmier le plus ancien et le plus cultivé dans le monde. Dans la culture arabe, il se dit qu'une date et un verre de lait suffiraient à répondre aux besoins nutritionnels quotidiens d'une personne. Les dattes sont en effet très riches en nutriments comme le cuivre, le potassium et le manganèse. Les dattes sont un excellent antidouleur naturel de par leur haute teneur en magnésium. Elles améliorent également le travail du cerveau, préviennent l'anémie et l'hypertension artérielle. Il existe deux types de dattes. Les dattes fraîches, qui contiennent 70% d'eau, sont cueillies à maturité. Elles sont moelleuses et bien parfumées. Les dattes séchées, qui contiennent 15% d'eau, sont cueillies à demi-sèches et pèsent moins de 10 grammes. Elles sont savoureuses, tendres et très sucrées. Qu'elles soient fraîches ou séchées, les dattes se conservent de 6 à 12 mois dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Smoothie, muffin, gâteau ou encore en jus, la date est un excellent aliment qui va vous accompagner toute l'année pour tous vos petits plaisirs sucrés, mais aussi pour vos plaisirs salés puisqu'on peut la cuisiner en tagine, avec du poulet ou encore avec un couscous. Star de la culture marocaine, la date est traditionnellement symbolique pour les mariages et la rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan. Un véritable compte alimentaire aux 1001 dates. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan et j'ai adoré cette animation. Alors on dit justement un verre de lait et une date, c'est suffisant.
Vous êtes d'accord, vous confirmez, Mariam Jelloun? C'est suffisant, mais n'empêche que les dattes sont quand même sucrées. Donc, il faut faire attention pour les diabétiques et les gens qui pas en surpoids, parce que le surpoids n'est pas dérangeant, mais qui sont en obésité surtout. En prendre de temps en temps. Donc, pas tous les jours? Pas tous les jours. Pas tous les jours. Nour, vous aimez? Oui. Oui. Franchement, oui, j'adore. Tous les jours ou par occasion? Non, par occasion. Sincèrement, tous les jours, je trouve que c'est un peu fort, mais par occasion, oui, j'aime bien. Alors moi, je vais vous faire une confidence. Moi, c'est pratique, c'est tous les jours, je pense. Bon, si ça vous fait plaisir, vous n'avez aucune contre-indication, au contraire. Mais justement, tout à l'heure, c'est un excellent aliment. On va parler de sucre tout à l'heure, de pulsion de sucre. Son sucre est un sucre naturel. C'est un bon sucre quand même. C'est un bon sucre, voilà. C'est mieux qu'un carré de chocolat? Oui, je dirais, mais bon, il y a le magnésium dans le chocolat, mais bon, on ne peut jamais comparer. Ouais. On aime, bon, c'est un plaisir, c'est un petit plaisir. Et à la limite, il vaut mieux prendre une date que 3 ou 4 tartines avec la confiture trop sucrée. Mouna, vous êtes date? Plutôt comme en cas, au lieu d'un sandwich, je préfère encore 2-3 dates. Ça permet de continuer la journée quand on n'a pas quelque chose. Mine de rien, ça donne de l'énergie. Ah oui, oui. Exactement. Et puis ça camoufle un petit peu ce creux qui fait mal. Absolument. Allez, on va travailler un petit peu? Avec plaisir. Allez, au boulot, à tout de suite. Et avec cette question, justement, et on va essayer d'y répondre avec vous, Mouna Sqli, vous êtes coach certifié spécialisé en coaching des managers et coaching professionnel. Amitié au boulot, peut-on être réglo? Avant d'y répondre, eh bien, nos équipes sont allées rencontrer différentes personnes de façon très aléatoire pour savoir ce qu'elles en pensent véritablement. On regarde ce micro-trottoir et on revient. L'amitié au travail, pour moi, c'est essentiel parce que au travail, on passe plus de temps au travail avec les collègues qu'à la maison. Et pour avoir une bonne ambiance et être bien, échanger un petit peu, il faut être amis, mais il faut vraiment être amis, il faut qu'on soit amis, unis, voilà, qu'on s'entend bien, on s'aide, voilà. Je crois à l'amitié au travail, oui. Ça peut exister, ça dépend de la maturité de la personne. On ne peut pas être ami avec tout le monde au travail, c'est normal. Et c'est juste le travail. Mais au-delà de cela, nous pouvons dire que l'amitié au travail, franchement, je crois que c'est difficile de trouver. Une amitié au travail, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Vu le temps c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, mais bon, logiquement, on a d'autres choses à faire que de se lier d'amitié. Mais je pense que les affinités, oui, on va parler plus d'affinités et de respect mutuel. Donc, voilà, que ce soit des relations cordiales. Et s'il y a plus, tant mieux. Hein. Alors justement, c'est important de faire la différence entre affinité, lien positif et amitié. Est-ce qu'on peut différencier ça pour nos téléspectateurs, Mouna Sqli? Justement, je veux dire, ce micro-trottoir était très intéressant et ça rejoint en fait une question essentielle. Est-ce qu'on parle d'amitié ou de lien positif au travail? Bon, ce qui est sûr, c'est que quand on est au travail, on passe quelque chose comme 8 heures. Donc, forcément, quand ça se passe bien, on va prendre, quand on fait une pause café ou on déjeune avec des collègues, on a l'occasion d'échanger. Ce qui fait le lien, c'est des valeurs communes. Des valeurs communes qui fait qu'on coexiste en tant qu'être humain dans une bonne ambiance. Et surtout, que ça permet aussi de créer une bonne ambiance de travail. Cette bonne ambiance de travail favorise donc ces liens positifs qui sont essentiels pour travailler ensemble, quelles que soient nos différences. Et c'est là la différence entre lien positif et amitié. Parce que l'amitié, vraiment, on va dans un autre domaine qui est plus intime. Et alors que les liens positifs, en fait, sont nécessaires. Quand il y a une bonne ambiance de travail, on arrive à fonctionner mieux et arriver ensemble au même objectif. Et même en termes de management et de leadership, ces liens positifs sont plutôt favorisés, même quand justement il m'est demandé d'animer des team building en entreprise. Donc c'est surtout ces liens positifs qui sont à développer. Donc ça, c'est dit. Les liens positifs sont importants. C'est important. Partager des valeurs communes professionnelles et humaines, c'est important. Maintenant, nous ne sommes que des humains. Parfois, nous sommes amenés, justement parce qu'on passe beaucoup de temps avec nos collègues, à dépasser cette ligne de la relation, du lien positif et d'aller vers quelque chose de plus intime, vers une relation d'amitié. Est-ce qu'on peut être réglo
tout en étant amis au boulot. Je vous donne un exemple. Par exemple, de quoi on a peur en général? On a peur en fait d'être ami soit avec son supérieur, soit avec son collaborateur, et qu'il y ait abus. Abus dans le sens où il y aura moins de respect des règles, moins de concordance avec ce qui est demandé. Donc on se dit, est-ce qu'être ami au boulot, ça permet de rester réglo? Oui, tout à fait. Bien sûr, ça permet de rester réglo à partir du moment où les valeurs de base sont respectées de chacun. Donc, ça veut dire que quand on ne dépasse pas justement cette ligne vers l'amitié, où il y a une intimité et il y a un partage aussi de vie privée, on dépasse cette ligne. Voilà, on est dans une zone neutre. Le risque, quand on dépasse justement cette ligne dont vous parlez, c'est que quand justement, parce que l'amitié, elle est basée dans une relation d'égal à égal. Donc le risque, c'est quand cette relation est différente. Ça veut dire qu'on n'est plus d'égal à égal, donc il y a une relation professionnelle où vous avez donc un manager et son collaborateur. Donc forcément, quand on est dans la sphère donc amicale, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a une perturbation d'abord émotionnelle qui va avoir quand il faut que le travail soit fait. Donc il ne faut pas que, quand il y a des liens amicaux, ça perturbe l'efficacité au travail. C'est ça qui est essentiel. Ça, c'est quand vous avez un manager avec son collaborateur. Quand il y a le travail qui est fait, tant mieux, mais quand le travail n'est pas fait, il y a aussi, on est amené à vouloir recadrer quelqu'un, et c'est parfois compliqué. On peut justement perdre l'estime ou, disons, la qualité du lien avec cette personne-là. Donc c'est important en amont d'être vigilant et de garder une certaine neutralité pour que quand on est justement manager et quand on a une équipe à gérer, qu'on arrive à gérer toute l'équipe de la même manière, pour qu'il n'y ait pas justement de sensation de jalousie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre en place un mode d'emploi, quand on parle de valeurs communes également, c'est de dire par exemple à son ami qui est peut-être son supérieur ou inversement, voilà comment nous allons fonctionner. Quand on est au boulot, on est au boulot. Quand on est à l'extérieur, on est à l'extérieur. Mais si ça va mal, eh bien voilà ce qu'on va suivre. Mettre en place un contrat de relation. C'est-à-dire, c'est un peu implicite. C'est-à-dire, ça peut être explicite aussi. Oui, bien sûr, quand on arrive à un stade où il faut expliciter les choses. Mais je pense que la posture, elle est essentielle. Ça veut dire qu'au départ, on va être peut-être très, comment dire, on va préserver la confidentialité de notre vie privée. Mais bien sûr, des liens amicaux, on va faire preuve de bienveillance et puis également de compassion. Mais ça va s'arrêter là. Ça veut dire que quand le travail n'est pas fait, ou par exemple une personne qui a des problèmes personnels va ne pas pouvoir venir le premier jour, le deuxième jour, mais à un moment, il faut poser les lignes. Cadre. Voilà, il faut quand même faire en sorte que c'est une relation de travail avant tout, et pour que le bien donc, commun de toute une équipe arrive en fait à un résultat qui est commun. Voilà. Alors ça doit être encore plus compliqué quand on travaille peut-être avec son conjoint, avec son épouse, parce que bon, là on parle d'amitié, mais travailler avec son mari, avec sa femme, travailler avec ses frères aussi. Noa Bouhannana, vous travaillez en famille. Est-ce que c'est compliqué? Franchement, non. Alors, c'est quoi la clé? C'est de mettre en place des règles de base? On les énumère, on les énonce? Pas forcément, sincèrement, parce que moi, comment je travaille avec mes frères, déjà, on a la même bibliothèque cognitive. Et donc ça, c'est très important aussi, parce qu'on n'a pas besoin de parler ou d'échanger sur certaines choses. Il suffit de nous regarder des fois et on comprend comment ça peut se passer. Et puis chacun de nous respecte un peu ce que fait l'autre. Donc on se respecte comme si c'était mon supérieur, ou comme si, c'est-à-dire comme si j'étais dans un travail où c'est pas mon frère. Donc ça se passe très très bien généralement, mais moi sincèrement j'aime bien travailler avec eux parce que j'ai pas besoin de dire pas mal de choses. C'est ça, surtout dans l'événementiel, donc on a un peu grandi comme ça, on recevait du monde, etc. Donc c'était un peu normal comment gérer certaines situations, et je l'aurais pas mieux fait avec d'autres qu'avec mes frères, sincèrement. Mais justement c'est aussi ça, c'est avoir cette maturité, d'avoir sa place dans un environnement spécifique. Mais justement, ça se prépare. Ça veut dire que le management en question va venir communiquer sur les valeurs de l'entreprise, qui sont des valeurs communes. C'est l'éducation, en fait. Exactement. C'est ça. Et quand on parle de valeurs communes de l'entreprise, c'est arriver, quelles que soient les différences, à faire en sorte que cette diversité soit le point commun et soit vraiment la force de l'entreprise.
Je vous pose la question à vous aussi, Maria Benjeloun. Vous avez déjà eu des amis au boulot comme ça, un supérieur, un collaborateur? Oui, surtout entre médecins. Mais bon, quand on est au travail, c'est pas le tutoiement, c'est vous. Ça, c'est déjà une... C'est déjà, oui. Et puis, il y a quand même une certaine rigueur. On ne peut pas se permettre. Il y a une certaine rigueur. Mais comme vous dites, quand les bases sont là et quand on sait que chacun sait ce qu'il doit faire, ça fonctionne très bien. Mais vraiment, on sépare les amis au travail. Au travail, ce sont des médecins comme tout le monde, ou ce sont des personnes comme tout, même des patients. Même avec les patients, on est obligé de séparer cette amitié. Quelqu'un qui arrive dit « je suis ton ami ». Non, au travail, tu n'es pas mon ami. Tu es mon patient et puis tu attends comme tout le monde et tu fais comme tout le monde. Vous voyez, il y a cette... C'est toute une éducation aussi. Oui, c'est ça. C'est toute une éducation. Mais on peut être amis au travail. Moi, j'estime qu'on peut se faire des amis au travail. Alors, on a des questions de téléspectateurs pour vous. Mouna Skli, on y va pour cette première question. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on sait de partager sa vie privée avec ses collègues de travail? De préférence, je vous donne un exemple. C'est-à-dire que la vie privée, elle est ce qu'elle est. On n'est pas la même personne au travail qu'on est à la maison, avec ses enfants, avec son époux, forcément. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir gérer ses émotions au travail. Ça permet justement de ne pas, disons, trop charger en émotions. Et surtout de rester en fait focus sur un objectif commun. Et je reviens aussi sur une chose que vous avez dite, c'est vrai que même par exemple quand il y a une personne qui vient au cabinet pour un coaching, c'est important qu'elle sente qu'elle est dans une prise en charge qui est professionnelle. Ça lui permet, elle, de sentir qu'elle est dans la confidentialité absolue, de pouvoir exprimer ses besoins et qu'on puisse travailler ensemble. Et son besoin, c'est ça, c'est d'être dans une sphère qui est justement professionnelle. C'est ça qui la rassure. Parce que justement, quand ces personnes-là viennent en coaching, c'est qu'à titre personnel, ils n'ont pas pu gérer le problème qu'ils ont en famille. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important de dissocier vie privée et vie professionnelle. Mais alors justement, je vous poserai la question, est-ce que c'est bien de consulter un ami qui soit coach, soit médecin, quand on a besoin justement d'être pris en charge? Est-ce qu'on peut aller chez son ami? Par exemple, vous êtes l'ami de plusieurs personnes, est-ce que, ou Maria également dans la prise en charge médicale, est-ce que c'est bien d'aller voir quelqu'un qu'on connaît déjà très très bien et qui nous connaît très bien? Forcément, ça veut dire que déjà le conseil d'un ami, c'est de dire, écoute, moi je te dis franchement, par rapport à ça ou ça, tu devrais travailler sur telle par exemple composante, et donc tu pourrais éventuellement, voilà, je te conseille d'aller voir telle personne qui pourrait t'aider à développer ce point. Mais est-ce que vous le ferez vous, par exemple, développer, je vous donne un exemple. Coacher la personne. Oui, mais par exemple en famille, on ne peut pas coacher quelqu'un qui est de la famille, parce qu'il y a cette connotation qui est justement de proximité qui est difficile. On ne peut pas mettre de l'émotionnel et aider. Dans la relation d'aide à l'autre, à la personne, c'est essentiel de garder une certaine neutralité. Parce que ces émotions-là, il ne faut pas qu'elles viennent, disons, intervenir dans le résultat. On ne peut pas coacher son mari, son enfant, son frère, son ami. On a de l'affection aussi pour son ami. Est-ce qu'on peut coacher son ami? Justement, c'est-à-dire on a de l'amitié pour cette personne, c'est différent. C'est différent. Dans cette amitié, on va être à l'écoute de beaucoup de choses. On va avoir un conseil d'amis, on va avoir un regard d'amis, mais avec beaucoup d'émotions qui... Donc oui, non. Écoutez, non, on ne peut pas coacher un ami. On ne peut pas coacher un ami. Ça désoriente. Dans votre cas, ça désoriente. Oui, tout à fait. Nous, on peut... C'est ça, la prise en charge médicale, c'est différent. Est différente. Une dernière question pour vous. Mouna, mon collègue et ami a eu une promotion, il est devenu mon chef. Notre amitié risque-t-elle de changer? Justement, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important d'être vigilant dès le départ et que justement, quand il y a un changement au niveau de la structure de la hiérarchie, de considérer qu'il y a une neutralité des émotions. Ce qui est aussi important quand vous avez justement un manager, quand il a justement cet atout de pouvoir gérer ses propres émotions et de rester dans cette neutralité, ça permet aussi de gérer l'ensemble de l'équipe. Et j'insiste aussi sur un autre point. Imaginez que, par exemple, dans une structure, il y ait des changements, il y ait des restructurations, il y ait des fusions. Donc, c'est important de garder cette neutralité parce que, justement, quand il n'y a pas trop d'échanges qui sont trop personnels, ça permet également de garder des amis. Voilà. Mais si ça s'est fait, autant en parler de façon mûre, avec du recul, en mettant en place un cadre
un mode de fonctionnement, parce que si on était amis avant la promotion, on ne va pas rompre l'amitié parce qu'il y a eu une promotion. Oui, c'est important. C'est important d'en discuter, de régler les choses, de mettre les choses à plat. Exact. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas un seul collaborateur, mais toute une équipe. Et donc, l'essentiel dans une entreprise, c'est que cette relation reste pérenne pour le bien-être de l'entreprise, en fait. Merci beaucoup, Mona Srli, coach certifié spécialisé en coaching des managers et coaching professionnel. On continue l'émission ensemble. On marque une courte pause et on revient pour les 2 sujets à venir. Lutter contre la pollution de sucre et puis notre femme inspirante de cette semaine est Noor Bouhannana. Elle va nous parler justement de la promotion et de la promotion de la culture hassani à travers différentes actions qu'elle mène. À tout de suite. Merci beaucoup d'être fidèle à Médien TV et d'être avec nous sur On se dit tout. C'est un plaisir de continuer l'émission avec vous. La première partie était consacrée à l'aliment de la semaine, c'était les dates. Et puis nous avons parlé d'amitié au boulot. Peut-on être réglo? En tout cas, c'était un bel échange avec vous, Mona Srli. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes également avec Maria Benjloun, spécialiste en nutrition. Nous allons lutter contre la pollution de sucre dans un petit moment. Mais pour l'heure, place à notre femme inspirante de la semaine. Noor Bouhannana, merci beaucoup d'être avec nous. Marhaba bik, merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine, c'est un plaisir de vous avoir et vous faites la promotion de la culture hassani à travers 2 événements importants et à travers la culture et le sport. Nous allons en parler avec vous dans un petit moment. Notre équipe est venue faire un reportage avec vous. Depuis, vous êtes adoptés par tout le monde. On regarde le reportage et on revient en studio. À tout de suite. Noor Bouhannana, conseillère en communication à la Fondation Al-Moukar pour la préservation et la promotion du moussem de Tantan. Je suis de formation ingénieur d'application en système d'information management d'entreprise. Le moussem de Tantan, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est un rassemblement tribal qui réunit une trentaine de tribus du sud du Maroc, mais aussi des tribus qui viennent des pays voisins, notamment le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Le moussem de Tantan a été proclamé en 2005 chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO et a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mis à part l'activité à la Fondation, je fais partie du comité d'organisation du meeting national sportif de Fahmoudi Bouhannana d'athlétisme à Lyon, qui est sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui est organisé sous l'égide de la Fédération royale marocaine d'athlétisme en coordination avec la Ligue de Lyon Saqiya Al-Hamra. Donc c'est un projet qui est venu pour la promotion du sport au sein de la jeunesse de la région et qui regroupe les clubs phares dans cette discipline. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est le rôle que joue la femme dans la société de manière générale et dans la société sahraoui en particulier pour justement enlever cette image de femme opprimée, de femme qui n'a pas son mot à dire ou un rôle à jouer. Et moi, personnellement, en tant que femme sahraoui, et à travers toutes les activités que je fais, je suis fière de représenter aujourd'hui la femme marocaine de manière générale et la femme sahraoui en particulier. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes ingénieur de formation. L'ingénierie dans tout ça, est-ce que vous continuez à pratiquer? Je pense que l'ingénierie, ça se pratique tous les jours dans la vie quotidienne, donc je pense que oui. Mais votre activité oui, particulière, j'ai fait une spécialité en système d'information, marketing et commerce. Donc, je suis restée un peu dans le domaine du marketing, de la communication, etc. Donc, je peux dire que je mets en pratique tout ce que j'ai pris en ma formation. Alors, Noor, en fait, si vous êtes allée vers la promotion de votre culture hassani, c'est parce que ça a toujours été un mode de vie. Ça a toujours été une éducation pour vous. Vous avez baigné dans ça. Racontez-nous. Exactement. Alors, depuis mon jeune âge, on a sillonné un peu le Maroc, vu le métier de mon père, et du coup, à chaque fois, je me sentais un peu ambassadrice de ma culture. Donc, c'était un peu normal. À l'école, je portais mes hfa, je représentais un peu ma région. J'invitais mes amis à voir la cérémonie du thé, comment ça se passait, etc. Et donc, je ne me suis pas rendu compte au début que j'étais vraiment ambassadrice de cette culture. Mais avec le temps, je voyais les gens intéressés de plus en plus à ce qu'on faisait, les jeux de société, les échanges qu'on avait. Quand on avait des invités, les gens venaient à la maison pour voir un peu le dialecte, comment on se comportait, etc. Et de là où est venu naturellement
naturellement cette envie de promouvoir la culture, parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment une nécessité, que les gens ne connaissaient pas forcément la culture du sud du Maroc. Alors, qu'est-ce qui est, selon vous, mal interprété, mal connu de la culture hassani? Il n'y a pas de malinterprétation, c'est surtout un manque de connaissances, et c'est tout. Donc, surtout, ils ne connaissent pas vraiment la société. Je sais que tout le monde aime les provinces du Sud, ils ont une affection particulière pour nos provinces du Sud, mais il y a une totale absence de communication dans le sens culturel, et donc les gens ne connaissaient pas du tout les traditions, les mentalités, etc. Et donc, à chaque fois, c'était une agréable surprise de découvrir quelque chose. Et à ce moment-là, en fait, c'est avec le temps que c'est venu. Je représentais un peu ma culture à l'école pour les fêtes nationales, etc. Et donc, quand je voyais les gens intéressés, à chaque fois, j'essayais un peu de transmettre chaque fois des choses selon mon âge, selon mon évolution, jusqu'à ce que j'ai pu en faire un métier par la suite. Alors, dans le reportage, vous avez évoqué la situation de la femme sahraoui. Moi, j'entends dire que la femme sahraoui a énormément de poids dans la société. Tout à fait. Beaucoup plus que dans n'importe quelle autre région du Maroc. Même du Moyen-Orient, tout le monde arabe, je dirais. En fait, ce point est très important parce que je vois les femmes militer pour les droits de la femme, etc. Et je me dis qu'il y a un bel exemple au Maroc à suivre, peut-être à généraliser, qui est que la femme sahraoui a vraiment une place primordiale dans sa société. Elle est l'égale de l'homme, mais je n'irai pas dans ce sens d'égalité à 100%, mais je dirais que la femme a vraiment son mot à dire, elle est consultée, l'homme lui donne cette valeur. C'est pas que si la femme est importante, l'homme est opprimé, loin de là. C'est l'homme qui donne à la femme cette valeur et c'est la femme qui transmet cette valeur à travers l'éducation. L'homme lui donne, mais la tribu aussi lui donne, lui reconnaît cette valeur. Mais bien sûr, tout à fait, parce que n'oublions pas le contexte de base, c'est des nomades à la base, et donc quand l'homme sort pour soit des guerres, je parle des temps passés, soit pour le commerce, la femme devait gérer son foyer, devait le défendre aussi. Et donc l'homme sait qu'il ne peut pas survivre dans le désert sans la femme et vice-versa. Donc il y a une réelle complicité homme-femme, et je veux aussi parler du rôle de l'éducation. L'éducation, c'est très important, parce que quand une femme éduque son enfant à respecter la femme, on a une société très évoluée dans les valeurs et le respect de la femme, et donc on laisse derrière nous plusieurs complexes et plusieurs malcompréhensions des relations homme-femme. Mais aujourd'hui, est-ce que la nouvelle génération continue à préserver ces valeurs de la société, de la culture hassani, cette valeur de la femme, cette position de la femme? Bien sûr, c'est très important parce qu'on fonctionne encore en système un peu tribal, et donc la tribu a un très grand mot à dire. Et chez nous, par exemple, l'homme est mal vu s'il maltraite sa femme au sein de la société, au sein de la tribu. Donc non seulement une question de comportement entre deux individus, mais il y a toute la tribu qui rentre en considération, et il est vraiment très mal vu si un homme maltraite une femme ou juste hausse le temps devant les gens, ça passe à une femme, etc. Donc je me dis que la jeunesse continue de préserver ces valeurs qui sont pour moi très importantes et qui sont vraiment d'actualité. Et en fait, ces deux événements dans lesquels vous êtes, que ce soit le meeting national d'athlétisme, mais peut-être surtout le Moussem d'Al-Mougar, ça permet de faire connaître cette culture hassani extrêmement riche. Exactement. Le Moussem de Tantan, c'est un Moussem ancestral. C'était un rassemblement tribal d'à peu près une trentaine de tribus nomades qui se réunissaient une fois par an, justement pour des échanges économiques, sociaux, culturels, etc. Il y a aussi des tribus qui venaient d'un peu partout aux alentours du Maroc, comme le Mali, le Sénégal, la Mauritanie. Donc c'était surtout des échanges commerciaux et forcément des échanges sociaux également et culturels. Et le Moussem de Tantan, ce qui est super chez le Moussem de Tantan, c'est qu'il regroupe vraiment toutes les composantes de la culture hassani, en allant de l'art culinaire à l'art vestimentaire, l'école coranique, la cérémonie du thé. Vraiment, il couvre... balaye vraiment tout. Exactement. Il couvre toutes les composantes de la culture du Sahara. Alors, mesdames,
vraiment en 10 secondes. Est-ce qu'un petit mot, Maria Benjeloun? Un petit mot, moi je suis épatée et puis vraiment elle représente, c'est une excellente ambassadrice et bon, je connais un petit peu les rites de vos cultures, mais là vraiment vous me poussez à les connaître, la faire connaître à mes enfants, à mes petits-enfants et puis voir Tan-Tan non seulement comme une ville touristique mais comme une ville culturelle. On le savait, mais là on sait beaucoup plus de choses et bravo. Avec grand plaisir. Le Moussem, c'est quand exactement? Le Moussem, normalement, il est inscrit sur le calendrier agropastoral de la région, donc il se faisait spontanément vers le mois de mai où il y a moins de vent et c'est plus ensoleillé. Donc c'est généralement au mois de mai, juin, dans cette période. Donc ça, chaque année, on précise. On a un petit mot? Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est épatant, en fait, cet excellent alliage entre tradition et modernité et la force de la culture. Et on revient encore à une chose qui est universelle, c'est l'éducation. Je veux dire, pour préserver toute femme de la violence, c'est avant tout éduquer. C'est l'éducation qui est au départ, absolument, qui est essentielle. Qui est essentielle, absolument. On a des questions de téléspectateurs, Nour. On y va pour... D'où est venue cette envie de promouvoir le patrimoine sahraoui? Donc, comme je vous ai dit, c'est venu à travers tous les déplacements. J'ai vécu un peu partout. J'ai vécu à Taounet, à Missour, à Rabat. Donc, c'est des régions qui sont complètement différentes, qui ont leur propre culture à elles aussi. Donc, j'avais aussi envie d'échanger et de montrer, par exemple, quand j'ai grandi avec Jbella, j'ai envie de leur montrer que moi aussi, ma culture, elle est telle et telle. Et Jbella aussi, j'ai appris beaucoup de choses d'eux. La région de Missour aussi, Rachidia, Midelt, etc. Donc, c'était tout le temps un échange et je voulais aussi transmettre et montrer aussi les similitudes et les points de divergence. Alors, une autre question, comment voyez-vous votre avenir et celui de la région dans 10 ans? Je suis très optimiste par rapport à la région, à mon avenir aussi, à ce qu'on peut réaliser. Déjà avec toutes les orientations de Sa Majesté, avec les plans de développement qu'a instauré Sa Majesté, donc on ne peut qu'être très content et très optimiste par rapport à ce qui nous attend dans les années à venir. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire et j'incite sincèrement tout le monde à essayer un peu de s'impliquer. Si chaque personne peut promouvoir sa région et promouvoir un peu sa culture, etc. Le Maroc est très riche, on a énormément de richesses et si on arrive à échanger, à créer peut-être des événements où on peut échanger culturellement et transmettre ça à l'international aussi, ça peut être génial. Et ça, vous voulez le faire, à travers aussi le meeting national d'athlétisme. Vous avez envie d'en faire un meeting international. International par la suite, exactement. Là, on est encore au national et on essaie d'y travailler pour passer à l'international, justement pour pouvoir inviter d'autres athlètes à venir participer à notre événement. Et aussi, bien sûr, il y a toujours l'échange. C'est-à-dire que sur le plan sportif ou culturel, il y a toujours un échange parce que les gens viennent découvrir d'autres cultures, viennent découvrir d'autres personnes. Et même quand les gens viennent vous voir, on peut apprendre d'eux également. Donc, ils sont là comme ambassadeurs de leur propre culture et on peut échanger sans forcément se déplacer. Donc il n'y a pas de routine avec Nour Bouhannan? Non, moi je déteste la routine. Je n'aime pas du tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé votre expérience, d'avoir accepté d'être notre femme inspirante de la semaine. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Mesdames, on va continuer l'émission ensemble. On l'a dit tout à l'heure, je posais la question en off. Qui c'est qui est sucré ici? Eh bien, tout le monde a levé le doigt. Moi, j'enlève 2 carrément. Donc, comment lutter contre les pulsions de sucre? Tout de suite. Maria Benjeloun, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes spécialiste en nutrition et vous avez la lourde tâche de nous donner tous les moyens pour lutter contre le sucre. La pulsion de sucre, qu'est-ce que c'est d'abord? On va essayer d'avoir une explication d'une psy et on revient pour lutter contre cette pulsion. On regarde. Lorsqu'on parle de la pulsion au sucre, on évoque 2 notions. D'une part, la notion de pulsion et d'autre part, l'attraction pour le sucre. Alors, qu'est-ce que la pulsion? Le mot pulsion trouve son origine dans le mot latin pulser qui signifie action de pousser. La pulsion est en effet une force biologique inconsciente qui va agir de façon permanente et qui va susciter un certain comportement. Toutefois, il faut comprendre que ces pulsions, si elles font la vie, elles sont capables de générer des dysfonctionnements, car c'est la mauvaise gestion de nos pulsions qui va être à la base de nos différentes addictions dans la vie, dont les addictions alimentaires, qui vont être liées à la notion de plaisir pulsionnel. C'est ainsi que les aliments sucrés sont considérés comme une douceur qui est associée au plaisir et les gens peuvent être en effet accros à ça.
Ils sont aussi considérés, ces aliments sucrés, comme une récompense. En effet, on retrouve dans l'éducation des enfants le fait de considérer qu'un dessert est mérité après avoir terminé son repas ou il est une récompense de quelque chose. C'est ainsi que cet apprentissage leur fait associer les aliments sucrés au réconfort et que cette empreinte reste très forte. Manger des aliments sucrés va donc nous rendre heureux après qu'on a été mal. Il aurait donc une fonction psychologique en ce qu'ils représentent une compensation alimentaire et ils sont une source de réconfort. La plupart du temps, nous allons occulter et confondre nos besoins et nos pulsions. Il n'est pas toujours facile de les identifier. Le contrôle de nos pulsions implique que l'on cesse de se consoler avec les aliments pour trouver une autre manière de nourrir son existence. Il s'agit en quelque sorte d'une invitation à grandir et à devenir son propre parent nourricier. Alors justement, cette question, Mariam Jloun, est-ce que le fait de dire à son enfant « finis d'abord ton plat, après je te donne ton dessert », est-ce qu'on l'amène plus tard à avoir ou après une piqûre, on va lui donner une petite douceur. Donc quand il grandit, ce sera un conditionnement pour qu'il soit heureux et qu'il soit satisfait. Alors il faut déjà différencier les différents sucres. Nous, aujourd'hui, nous allons parler uniquement des sucres raffinés, sucre blanc. Du sucre blanc, du sucre raffiné, qui a quand même une saveur, comme j'ai dit tout à l'heure, une saveur de douceur. Et ils sont extraits de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Il y a certains sucres qui sont aussi extraits de quelques végétaux. Et entre parenthèses, que ce soit blanc ou roux, c'est pratiquement les mêmes calories. Le sucre apporte beaucoup de calories à notre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange un sucre? C'est facile. On mange un sucre. Le glucose va aller, le sucre va être digéré, le glucose va aller directement dans le sang et une autre partie du fructose va aller dans le foie où il va être stocké sous forme de glucose ou dans les muscles. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est un aliment plaisir? C'est tout simplement quand on mange un aliment ou on ingère un aliment sucré, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas va créer de l'insuline, cette insuline va emmener ce sucre dans les cellules et elle va privilégier dans le cerveau l'entrée de la L-tryptophane qui va se transformer en sérotonine. La sérotonine, c'est un acide aminé qui est une hormone du plaisir. Voilà, qui est une hormone du plaisir. Donc il y a cette chose-là. Et puis en plus aussi, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? Le corps crée beaucoup de cortisol. Le cortisol donne beaucoup d'appétit. Et quand on n'est pas bien, on va plutôt vers un goût sucré. C'est un goût, si j'ose dire, inné. On va faire une petite expérience. Un bébé, vous lui donnez un biberon d'eau salée, il va faire une grimace. Vous lui donnez un biberon d'eau salée, d'eau sucrée, il va essayer de le boire. Alors, je vous pose une autre question, si vous permettez. Est-ce que lorsqu'il y a cette pulsion de sucre, lorsqu'on a envie d'aller vers du sucre, est-ce que ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans l'organisme? Est-ce que c'est le signal de quelque chose? C'est toujours le signal de quelque chose, mais il faut une éducation. On va essayer, il faut jusqu'à 2 mois de rééducation. Il y a vraiment un changement de comportement alimentaire à faire. On va essayer de piéger. Quand on a cette pulsion de sucre, la première chose à faire, c'est faire du sport et méditer. Alors, la méditation et le sport, c'est pas difficile à faire. On tourne la tête, on tourne le dos, on va dans une autre chambre. Elle va nous donner cette production de sérotonine sans les calories en plus. Mais pardon, ça c'est quand on fait une rééducation, mais sans rééducation. Par exemple, lorsque j'ai une pulsion de sucre, est-ce que ça veut dire quelque chose, à part ce conditionnement dès l'enfance? Non, c'est un besoin, parce que le système nerveux a besoin de sucre, du glucose pour nourrir. Les intellectuels ont besoin de sucre. Alors attention, on a des besoins. Mais il faut limiter, il ne faut pas le prendre en excès. Alors, est-ce qu'on suit sa pulsion ou pas, par exemple? Alors, il n'y a pas d'addiction au sucre. Ça, On parle d'addiction au sucre? Non, on a fait des études. Il n'y a pas d'addiction à n'importe quel aliment. Il y a des pulsions, il y a des envies qui sont très, très impertinentes, mais il n'y a pas d'addiction. C'est-à-dire quelqu'un à qui on enlève carrément le sucre, je parle de sucre rapide. Alors, les causes, c'est quoi? C'est aussi les personnes qui se mettent au régime, ça je donne un exemple, et qui ne mangent plus de féculents. Alors, vers 4 heures ou après le repas du soir, ils ont envie d'un biscuit ou d'une sucrerie, parce que le corps en a besoin. Les reins fonctionnent avec du sucre, le cerveau avec du sucre, le système nerveux, on a besoin d'une certaine quantité. Donc déjà, ne pas priver, et puis on peut piéger ses envies par d'autres aliments. Ok. Alors,
Mais à quel moment je sais que c'est une envie qui est légitime et à quel moment je dois me dire il faut pas, parce que c'est une pulsion et non pas un besoin. Alors, l'envie n'est jamais légitime. Des fois, on veut se faire plaisir, mais c'est vraiment de temps en temps. Donc, qui dit toute envie de sucre est quand même... vous savez, le sucre rapide n'apporte rien pour le corps. Hein. Il va provoquer l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Enfin, donc, on peut se passer du sucre rapide. Hein. On peut prendre des dattes pour avoir du sucre. Dans les dattes, il y a du sucre rapide, mais des sucres lents. Mais on peut se passer du sucre rapide. Alors, on peut le piéger. Alors, on le piège en comment? C'est en faisant plaisir de temps en temps. C'est-à-dire, on va se dire, bon, Maria, aujourd'hui, tu vas prendre une petite sucrerie, un petit bout de plaisir, mais c'est 1 fois par semaine ou c'est 2 fois par semaine. C'est vraiment un plaisir, parce qu'on ne prend jamais des sucreries quand on a faim. Et puis, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, le sucre appelle le sucre. Ouais. Le sucre ne rassasie pas. Le sucre, au contraire, ce n'est pas comme une viande qui excite un petit peu la ghrelin, cette hormone de la faim, et on n'a plus faim. Mais quand vous dites on va le piéger en s'accordant un sucre 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça c'est un plaisir, on se fait plaisir. On ne piège pas. On ne le piège pas comme ça. Là, on se fait plaisir. Ou bien on le piège parce qu'on est plus, on va dire, plus raisonnable. Plus raisonnable, et puis on va se dire, bon, écoutez, je suis addict, entre parenthèses, au sucre, mais je peux m'en passer, donc je vais faire un effort. Et il y a déjà les collations. Donc on peut prendre une pomme. La pomme, elle envoie aussi des effets stimulants. Il y a la poire qui est un coupe-faim. Il y a du fromage blanc qui contient de la caséine, donc la digestion se fait lentement. Mais quand vous avez par exemple des personnes qui vous disent, moi dès que j'ouvre une tablette de chocolat, il faut que je la finisse, sinon je n'arrive pas à m'arrêter. Ça, c'est des messages qu'on envoie au système nerveux. Donc, c'est des messages de plaisir. On voit le chocolat, donc on se fait beaucoup on s'imagine le bienfait que ça va faire. Et puis, de toute façon, on peut prendre une tablette de chocolat sans s'en rendre compte. Alors, quand vous prenez un petit morceau de pain avec un petit bout de fromage ou une petite viande dedans, vous êtes vite rassasié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on ressent ce besoin? Il faut l'étouffer par autre chose? Alors, sur un plan alimentaire, oui, on peut prendre déjà, en se disant, vous savez, le subconscient travaille beaucoup. Alors, je vais prendre un petit morceau de pain avec quelque chose, ou je vais prendre un sucre lent, je vais prendre des pâtes complètes, de l'haricot blanc, une poignée de noix. Et si j'ai encore faim ou si j'ai encore envie de ce sucre, je prendrai ce petit morceau de chocolat ou ce petit gâteau. Alors, pourquoi? Déjà, il faut prendre des protéines. Les protéines vont ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Quand ils le ralentissent, ils baissent ce pic de sensation, donc le glucose. Mais la notion de récompense, on en fait quoi? Parce qu'elle n'a rien à voir avec la faim. Non, elle n'a rien à voir avec la faim. C'est un travail à faire avec des coachs, avec des psychologues. Ça, vraiment, c'est un travail multidisciplinaire. On peut pas, mais on peut arriver par l'alimentation. Alors, manger des produits riches en fibres aussi, parce que les fibres ralentissent la digestion, donc on a moins faim. Et après, à la fin, on peut se dire, bon, allez, on va se faire plaisir autrement et différemment. Aller chez mon coiffeur, allez, je vais au lieu d'investir dans 3 ou 4 gâteaux, je vais investir dans un brushing, je vais me faire plaisir, je vais aller au bain, je vais prendre de l'air, je fais ce qui me plaît. Chercher ce plaisir, mais ailleurs, cette récompense, pas ailleurs. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on est toutes des addicts de sucre. Mouna, vous avez une méthode anti-sucre? Écoutez, tout d'abord, pour avoir cette sérotonine, quand on fait du sport, on fait du marathon, on a cette sérotonine. Vous êtes marathonienne? Je fais du sport. D'accord. Et je cours. Okay. Voilà. Et quand il y a cet appel au sucre, comme vous l'avez si bien dit, effectivement, le sucre appelle le sucre. Donc on ne s'en sort pas, c'est un cercle vicieux. Et ce qui est aussi important, c'est de se poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'on a cet appel de sucre, qu'on a ce besoin de sucre? Voilà. Donc c'est important de savoir quelle est la situation qui fait qu'on a ce besoin de sucre. Donc cette situation-là, on peut l'apercevoir autrement. Et on peut nourrir différemment. Avec la méditation, effectivement, ça peut être la prière, ça peut être le sport, ça peut être prendre de l'eau, ça peut être du développement personnel, ça peut être... voilà, il y a quand même la prise de conscience. La prise de conscience, c'est le plus important. Oui, c'est vital, c'est vital. Et ça permet vraiment de s'orienter vers quelque chose qui sera utile dans le moyen terme et long terme, mais réellement efficient. Voilà.
Mais en sachant que le corps a besoin quand même d'un peu de sucre. Hein. Oui. On n'est pas dans l'exagération. Hein. Le système nerveux a besoin de glucose pour bien fonctionner. Mais quand vous dites a besoin de sucre quelqu'un du fructose peut-être. Du fructose. Pas de sucre raffiné. Aussi, de temps en temps, quand on va pour un sportif, des fois, il a besoin de prendre un sucre pour un petit peu remonter son énergie. Ou on peut piéger le sucre aussi en mangeant un peu plus d'aliments gras, mais le bon gras, de l'avocat, des noix. Pourquoi? Parce que le corps va prendre son énergie dans ce sucre tout de suite, et après dans le gras, et puis après il va puiser dans les réserves de gras, et le corps va s'habituer à vouloir plus de gras que de sucre. Donc tout ça, c'est des petites des techniques qui comptent. Mais je répète que manger beaucoup de sucre est dangereux pour la santé. C'est ça. Et en sachant que même la cellule cancéreuse adore le sucre et le gras. Donc il faut faire quand même attention. Nour, vous avez une technique anti-sucre? Oui, c'est des jus naturels en fait. À chaque fois que j'ai vraiment une envie de sucre, Vous combattez par... Je la combats par des jus naturels. J'adore tout ce qui est jus, donc soit à base d'orange ou à base de lait, mais qui soit un peu sucré. Ça enlève cette envie très forte de sucre. Ouais, bon, il y a quand même du sucre rapide dans les jus, mais quand vous êtes sportif, donc vous pouvez vous permettre. On est toujours en nutrition dans les excès. On n'est pas dans la privation, hein. On est dans l'équilibre alimentaire. Alors, on va pour les questions. On a cette première question qui dit moins je consomme de sucre dans la journée et plus je mange. Existe-t-il un lien entre le sucre et l'appétit? Est-ce que c'est normal? Pardon, moins Fouad ne mange de sucre dans la journée, et plus il mange, en fait. Moins il consomme de sucre, et plus il mange, son appétit augmente. Oui, bien sûr. C'est normal? L'appétit, oui, mais pas l'appétit du sucre, pas cette envie de sucre. Moins il mange de sucre, et plus il a envie de manger autre chose. Oui. Plus il a faim. Oui, c'est normal? Oui, ça peut. C'est tout à fait normal, parce que le sucre, il envoyait tout un programme, toutes des fonctions physiologiques, chimiques, psychologiques. Donc, on laisse un peu de la place pour la nourriture. Pour autre chose. Pour autre chose. Alors, dernière question, l'aspartame est-il toxique pour la santé? Moi, je préfère ne pas en prendre, mais les gens qui en prennent en petite dose, on peut quand même se le permettre. Hein. Surtout si c'est pour enlever... Voilà, c'est pour se... Alors, le système nerveux ne fait pas la différence entre le vrai sucre et le faux sucre. Mais il y a des personnes, pour démarrer, pour les aider à éviter le sucre, beaucoup de sucre rapide, on peut démarrer par l'aspartame et puis après... Bien sûr qu'on ne le garde pas à vie non plus. Voilà, puis honnêtement, on n'en prend pas en grande quantité. Personnellement, non. Mais si une personne ne peut pas prendre une boisson ou autre sans sucre, je préfère qu'elle mette un petit peu d'aspartame qu'un morceau de sucre. Eh bien, merci beaucoup, Mariam Jloun. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de vous revoir sur notre site internet mediantv.com. Une rediffusion également de l'émission est prévue. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Je rappelle, Mariam Jloun, vous êtes spécialiste en nutrition. Nour Bouhannana, vous êtes notre femme inspirante de la semaine. Vous êtes actrice de la société civile. Et puis, Mona Sqli, vous êtes coach certifié spécialisé en coaching des managers et coaching professionnel. Merci, mesdames. Merci à vous. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous. À très vite. Au revoir.